Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'émission d'aujourd'hui avec une tournée autour de la presse qui a mentionné notre continent, l'Afrique. Commençons par le quotidien Le Parisien où nous lisons les secours ont travaillé jour et nuit, mais le petit garçon de 5 ans n'a pas pu être extrait vivant samedi soir du puits où il était tombé mardi. Tous les efforts d'un pays n'ont pas suffi. Le petit Ryan, bloqué au fond d'un puits depuis 5 jours dans le nord du Maroc, est mort. C'est ce qu'a indiqué samedi soir le cabinet royal dans un communiqué. Quelques minutes auparavant, il avait été extrait par les secouristes du puits dans lequel il était tombé. Enchaînons avec Radio France Internationale. Le cyclone Batsirai a touché terre sur la côte est de Madagascar samedi, au nord de la ville de Manajari. Il traversera la grande île d'Est en l'ouest dans la nuit et dimanche matin en restant globalement à un stade dangereux. C'est ce qu'a indiqué la direction de la météorologie à Madagascar. Batsirai charrie avec lui des vents moyens de 165 km/h et des rafales plafonnant à 230 km/h qui ont fait de premiers dégâts. Passons à France 24 d'où nous avons tiré cette nouvelle. L'Union européenne a imposé vendredi dernier des sanctions au Premier ministre de transition malien Choguel Magaï ainsi que plusieurs membres de l'agence dirigée par le président par intérim Assimi Goïta en réponse à la décision des autorités de Bamako de repousser de plusieurs années les élections prévues ce mois-ci. Ces sanctions consistent en une interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union européenne et un gel de leurs avoirs. Et terminons cette tournée de presse avec le site marocain Le 360. La situation sécuritaire du continent appelle désormais une vraie nouvelle approche qui devrait questionner notre architecture de paix et de sécurité et sa corrélation avec les nouveaux facteurs de déstabilisation de l'Afrique. En l'absence de ce sursaut d'intelligence et de décision, je me pose de sérieuses questions sur l'avenir de notre projet phare de faire taire les armes, échéance fixée. C'est ce qu'a relevé Moussa Faki Mohamed à l'ouverture du 35e sommet ordinaire de l'organisation pan-africaine. L'Union africaine a clôturé dimanche son 35e sommet dans la capitale éthiopienne Addis Abeba après 2 jours de réunions et de rencontres. Les récents coups d'État au Burkina Faso et en Guinée-Bissau, ainsi que le statut d'Israël, ont jeté la controverse sur la réunion. Et passons au président Abdel Fattah el-Sisi qui s'entretient aujourd'hui, le lundi 7 janvier, avec son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Les 2 homologues devront discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales. Une conférence de presse est prévue entre les 2 homologues. Le président Ismaïl Omar Guelleh est arrivé ce dimanche dans l'après-midi au Caire pour une visite officielle de 48 heures. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé ce dimanche dans l'après-midi au Caire pour une visite officielle de 48 heures. Accueilli sur le tarmac de l'aéroport international du Caire par le président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de l'État djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh, était en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie, où il a pris part au 35e sommet de l'Union africaine. La visite du président Guelleh en Égypte intervient quelques mois seulement après la visite historique fin mai 2021 du président Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti. Ce lundi, le président el-Sisi s'entretiendra avec son homologue djiboutien des relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays ainsi que des voies et des moyens de les réaffirmer davantage. À l'issue de leur tête-à-tête, les 2 chefs d'État présideront une réunion de travail élargie. Ils donneront ensuite un point de presse au cours duquel les présidents el-Sisi et Guelleh évoqueront les liens d'amitié et de coopération stratégique entre les 2 pays.
La visite officielle de 48 heures du président Ismaïla Omar Guelleh en Égypte sera l'occasion pour les autorités des deux pays déterminés à renforcer davantage les liens de coopération stratégique, de signer plusieurs accords, notamment dans le domaine de l'économie et de l'énergie. La visite du président Guelleh a pour objectif principal le raffermissement des relations entre Djibouti et l'Égypte, et les voies et les moyens d'y parvenir feront l'objet de consultations au plus haut niveau, comme l'a souligné l'ambassadeur djiboutien au Caire. Pour le chef de la représentation diplomatique djiboutienne au Caire, Ahmad Ali Baré, les dirigeants des deux pays sont déterminés à donner un nouveau souffle aux relations de coopération stratégique entre les deux pays. Le président de Djibouti, M. Ismaïla Omar Guelleh, est à la tête d'une forte délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssof. L'Union africaine a clôturé dimanche son 35e sommet dans la capitale éthiopienne Addis Abeba après 2 jours de réunions et de rencontres. Les récents coups d'État au Burkina Faso et en Guinée-Bissau ainsi que le statut d'Israël ont jeté la controverse sur la réunion. Un commentaire. Le contexte de sécurité et de crise sanitaire dans lequel se déroule le 35e sommet de l'Union africaine a monopolisé le débat ainsi que le statut d'Israël au sein de l'organisation. Une question qui a suscité la controverse parmi les membres. Samedi, le chef de la commission de l'Union africaine, Mohamed Moussa Faki, a fait allusion à la nécessité d'une nouvelle approche qui remet en question la structure de la paix et de la sécurité dans l'Union et sa relation avec les nouveaux facteurs de déstabilisation de l'Afrique. M. Faki a souligné que la détérioration de la sécurité sur le continent était caractérisée par la propagation du terrorisme et la remise en cause de l'ordre constitutionnel dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. En outre, le chef de la commission de l'Union africaine a évoqué la façon dont la situation du Covid-19 et le terrorisme ont déstabilisé le continent. M. Faki a insisté sur le rejet de l'aide étrangère pour résoudre ces problèmes et sur la liberté du continent de résoudre ses propres différends. Il a souligné que le plus grand défi du continent réside dans l'indépendance financière du continent pour mener à bien son développement. Le 35e sommet s'est terminé ce dimanche, une journée au cours de laquelle les dirigeants ont mis l'accent sur l'exploration de solutions possibles pour sortir de la pandémie de Covid-19, en absorbant la relance économique, le développement, le changement climatique et la gouvernance. En outre, l'élaboration de nouveaux mécanismes juridiques et les questions liées à la paix et à la sécurité ont été abordées. Le sommet de l'Union africaine s'est tenu à la suite d'une série de coups d'État comme au Burkina Faso ou de tentatives de soulèvement comme en Guinée-Bissau. Chacun a ses propres causes et conséquences. Ces derniers mois, le Conseil de sécurité et de la paix de l'Union africaine a suspendu 4 pays membres de l'organisation en raison de changements anticonstitutionnels dans leurs gouvernements respectifs. L'organisation a également choisi de reporter la discussion sur le statut d'Israël en tant que membre observateur, a confirmé dimanche le ministère israélien des Affaires étrangères dans des déclarations rapportées par le Jérusalem Post. La question avait divisé les membres, mais la décision ne sera pas prise avant la prochaine Assemblée générale et dépendra des résultats d'un rapport qui sera rédigé par un comité créé pour étudier la question. L'année dernière, la décision de M. Faki a suscité une réaction rapide de rejet de la part de pays tels que l'Algérie et l'Afrique du Sud. D'autre part, le fait que l'Éthiopie accueille le sommet rend difficile l'examen de la guerre dans le pays. Un conflit qui dure depuis 15 mois, qui a coûté la vie à des milliers de personnes et laissé une grande partie de l'Éthiopie au bord de la famine. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur le sommet annuel de l'Union africaine qui s'est ouvert samedi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Bonjour, M. Raouf Ghafar. M. Raouf Ghafar, vous m'entendez? Monsieur Ghafar, vous êtes avec moi? Oui, je vous entends bien. Allô? Oui, Monsieur Raouf Ghafar? Oui. Oui. Le Premier ministre a été le premier ministre, je m'excuse, le premier sommet de l'Union africaine a été tenu sous les différents slogans tels que construire la flexibilité dans le continent africain, promouvoir le capital humain, renforcer le développement social et économique. Le secrétaire général de l'organisation panafricaine a dit qu'il existe un manque de coordination entre
l'Union africaine et les organismes qui relèvent du Commissariat général de l'Union africaine et surtout dans la prise de décision. Selon vous, comment peut-on remédier à ce problème? Ce n'est pas si compliqué. C'est que c'est une affaire de coordination qui peut être achevée très facilement. Et simplement, les membres de ces commissions, ils se mettent ensemble et ils trouvent une solution, comme quoi communiquer d'une façon régulière et pour que les efforts soient dans la même direction partout dans le continent africain. Mais en principe, je pense qu'ils peuvent aboutir à cela facilement, simplement en restant ensemble, en discutant et, comme je viens de dire, en trouvant une solution pour coordonner et communiquer d'une manière régulière. Selon vous, quelles sont les recettes de réforme prioritaires pour que l'organisation africaine soit plus efficace et possède plus d'impact sur la scène internationale? On fait tout ce qu'on peut, franchement. Et malheureusement, le continent africain, il souffre le plus dans tous les domaines. Si on parle maintenant qu'on parle du changement climatique, etc., bien que le continent africain, c'est le moindre dans les émissions polluantes, mais il n'a pas les moyens de changer ça. Et toutes les promesses qui viennent du monde, disons, industrialisé, de l'Europe, etc., il reste toujours des promesses. Et donc nous avons besoin que ça change et ça change de l'étape de promesse à l'étape d'exécution. Ça encore, c'est dans le domaine climatique. Domaine santé, par exemple, nous avons souffert le plus du Covid et nous avons reçu le minimum de vaccins. Donc, il y a toujours, malheureusement, un retard sur le plan africain, bien que l'Afrique est très riche. À mon opinion, il faut que, en premier lieu, les États africains se mettent ensemble, se réunissent. Il doit y avoir une coordination par laquelle le continent fait face aux défis comme un seul front. Ça va lui donner beaucoup plus de force et ça va, à mon opinion, poser une certaine pression pour que l'Europe, l'Amérique et tout le monde augmentent leur aide et augmentent leur coopération avec eux. Et l'Égypte a déjà offert des aides à ses frères africains, dont les vaccins à tous les pays africains, oui, et des médicaments également. On n'a jamais tardé sur tous les plans, pas seulement médical, mais sur tous les plans. Sécurité, stabilité, santé, tout. Nous sommes toujours là, pionniers dans tout ce qui concerne l'aide de nos pays africains. Monsieur Raouf Gaafar, l'Égypte jouit d'une stabilité et de la paix, bien sûr, mais le continent africain souffre de terroristes. Alors, les participants ont mis l'accent sur les répercussions désastreuses de l'expansion du terrorisme. Quels sont les outils nécessaires pour lutter contre le terrorisme efficacement? Coordination. Maintenant, l'Égypte a l'expérience et peut donner à ses confrères africains l'aide sur le plan logistique, sur le plan sur tous les domaines. Elle peut offrir des solutions pour combattre ce phénomène affreux. Et
Je pense que c'est une simple coordination et comme vous l'avez dit, l'Égypte n'a jamais tardé et ne tardera jamais à donner tout ce que les pays africains ont besoin sur ce plan. Et certainement, il y a des autres disons, raisons, pauvreté peut-être, ignorance peut-être, mais ils ont des solutions. Nous avons maintenant l'expérience et je pense qu'on peut s'entraider pour combattre ce phénomène et pour l'empêcher de se propager encore en plus dans les pays africains. Monsieur Raouf Ghafar, analyste politique, nous vous remercions infiniment pour cette intervention et passons au Kenya. Alors au Kenya, une entreprise spécialisée dans la fabrication de verres, de vitraux et d'autres structures perdure à cause de l'utilisation de vieilles méthodes traditionnelles de fabrication encore présentes ici. Shamsinemi nous donne plus de détails. Au Kenya, la notoriété de l'entreprise Anselme Kitengela Hot Glass traverse les générations, mais reste intacte. En clair, les verres, les vitraux et autres structures fabriquées ici se trouvent dans le pays et à l'extérieur. Et si l'entreprise est encore célèbre, c'est également pour l'utilisation de vieilles méthodes de fabrication de verre encore présentes. Le soufflage de verre est enseigné et pratiqué. Ces géants fours chauffés à près de 1350 degrés au gaz naturel liquéfié servent à chauffer le verre afin de le rendre malléable. Nous recyclons des vitres transparentes et les bouteilles vertes. Nous nous concentrons principalement sur le verre transparent car il est facile à recycler. La plupart de nos souffleurs de verre travaillent ici depuis plus de 30 ans. Le plus jeune est ici depuis 8 mois, je crois, et c'est une dame qui est notre première dame. Ils ont été formés il y a 30 ans et ils ont grandi au fil du temps. C'est ce qu'a souligné la vendeuse. L'entreprise recycle et transforme des matériaux des vitres et objets en verre. Elles font 150 kg de verre usés par jour et leur redonnent une seconde vie dans ses ateliers. Cette entreprise a fait du recyclage son cheval de bataille. Grâce à cela, Kitengela Hot Glass dit avoir réduit sa production de carbone pour 6 tonnes de verre recyclé. 1 tonne au moins de dioxyde de carbone est relâchée dans la nature. Au Kenya, ce savoir-faire attire les touristes. L'entreprise, qui existe depuis 1981, n'hésite pas à ouvrir ses portes aux plus curieux en lançant des campagnes comme Magical Kenya. Retournons au studio, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et restez avec nous. Au revoir.